Merci de nous rejoindre pour la seconde partie de cette édition qu'on va poursuivre sur une édition sur un ton plus léger. On va parler de sport. Aujourd'hui, la clôture des 29e Universiades d'hiver 2019 ou Olympiades universitaires d'hiver 2019 qui ont débuté le 2 mars 2019 à Krasnoïarsk en Russie nous donne l'occasion de nous intéresser au boom des sports d'hiver en Chine. Pour en parler, j'accueille sur le plateau Charles Lavoie, consultant canadien en événementiel sportif et spécialisé notamment dans les sports d'hiver. Charles Lavoie, merci d'être avec nous. Merci, bonjour. Alors, avant d'enchaîner avec quelques questions, tout de suite, je vous propose de revenir sur les temps forts de ces Universiades d'hiver 2019 en images. Après les quarts et les demi-finales, Han Crai était le seul athlète chinois encore dans la course. L'étudiant de l'université Océan de Chine n'avait pourtant pas pris un bon départ, mais les choses ont tourné en sa faveur plus tard lors d'un finish haletant. Il faisait la course avec les deux Sud-Coréens Park Ji-won et Hong Kyung-kwan qui se sont percutés lors du tour final. La voie était donc ouverte pour Han Crai qui a passé la ligne d'arrivée et remporté ainsi la médaille d'or. Je suis heureux et excité. J'ai utilisé mes méthodes d'entraînement et tactiques habituelles dans cette course. Je pense que j'avais aussi un bon mental. J'ai pris la course étape par étape. En ski aérien freestyle équipe mixte, la chinoise Xu Nuo a reçu la meilleure note parmi les 5 autres athlètes féminines du premier tour de la finale avec 85,36 points. Côté messieurs, Li Zhonglin, qui a remporté la médaille d'argent en individuel, a aussi fait le très bon score de 91,29 points. Toutefois, les athlètes du Bélarus ont choisi des sauts à plus fort coefficient de difficulté et les ont exécutés à la perfection. La Chine termine 4e avec un total de 176,65 points et a manqué le deuxième tour. L'or, l'argent et le bronze reviennent au Bélarus. En hockey féminin, la Chine rencontrait sa troisième opposante, la Suisse, lundi. Avant le match, l'équipe avait regardé une vidéo de l'équipe suisse pour peaufiner leur tactique en fonction des caractéristiques de leurs rivaux. Les Suisses n'avaient pas une bonne défense et la Chine a choisi d'axer sa stratégie sur l'offensive. Et cela a payé puisqu'ils ont gagné 3-0 avec Guan Yingning marquant 2 fois et Lu Shuang ajoutant le dernier pour décrocher la première victoire du tournoi. Alors pour ceux qui nous rejoignent maintenant, je rappelle qu'aujourd'hui se clôturent les Universiades d'hiver de 2019 à Krasnoïarsk en Russie. Cette compétition internationale dont c'est la 29e édition depuis 1959 a vu plus de 3000 athlètes, étudiants ou jeunes diplômés venus de plus de 58 pays s'affronter dans 11 disciplines qui vont du ski de fond au hockey sur glace en passant par le ski acrobatique. Charles Lavoie, consultant canadien dans l'événementiel sportif et spécialisé dans les sports d'hiver, et vous travaillez ici en Chine. Merci d'être avec nous ce soir. Alors Charles, parlons tout de suite des médailles. Donc dans les pays participants aujourd'hui, le Canada a remporté notamment des médailles en hockey, en curling, en snowboard, la Chine en ski, en patin de vitesse sur piste course et en snowboard. La Russie a complètement dominé l'événement. Est-ce que c'est des résultats qui sont surprenants selon vous? Surprenant, oui et non. Oui, je dirais, parce que si on compare à tous les autres événements sportifs comme les Olympiques à Pyeongchang qu'il y a eu en 2018 ou d'autres événements, championnats mondiaux, c'est des résultats qui ne sont pas comparables à ce qu'on s'attend, à ce qu'on voit en général à l'échelle mondiale. Mais non, parce que je pense que tous les événements sportifs ont une importance différente pour chacun des pays. Je pense que ces universiades-ci était très, très, très important pour la Russie. Ça va être moins important pour certains pays en Occident. Donc, ce qui fait en sorte que finalement, il y a des athlètes qui choisissent de participer à certaines compétitions et à certaines autres qui ne participent pas. Donc, c'est difficile de vraiment comparer un pays ou un autre. Mais à la fin, il faut se rappeler aussi que ces événements-là, comme l'universiade, c'est vraiment l'athlète doit être au centre. Donc, c'est pas nécessairement d'amener la politique ou quel pays est meilleur qu'un autre. Je pense que c'est bien pour la Russie. C'était en Russie, donc c'est bien pour le rayonnement du sport. Mais je pense pas qu'il y a un pays comme le Canada qui se dit oh, on a vraiment reculé sur la scène internationale puis qui commence à paniquer.
à cause de résultats à une universiade. Donc je pense qu'à la fin, les athlètes qui sont allés, ils ont compétitionné, puis ils étaient au centre de ça, puis félicitations à tous ces athlètes-là. Oui, et d'ailleurs, je me demandais, parce que quand on est un pays hôte comme ça, qu'est-ce qui fait parce qu'en général, les pays hôtes ont de meilleurs résultats que les autres pays, et qu'est-ce qui fait ça? À votre avis, c'est le support de la nation ou c'est Je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est sûr que quand il y a un pays hôte, évidemment, les athlètes doivent développer de façon du sport monétaire. Donc, quand on planifie un événement comme ça, il y a peut-être plus de ressources qui vont être dans l'entraînement de la part du pays. Donc, ça aide les athlètes. De deux, il y a le facteur d'adrénaline. Quand on joue, si on voit des événements sportifs, quand on joue à la maison avec le support, ça l'aide à avoir des résultats un petit peu meilleurs. Donc, je dirais que c'est les deux facteurs principaux. Oui, d'ailleurs, donc justement, parce que ces universiades, même si elles sont moins médiatisées, après les Jeux Olympiques, en fait, ce sont les deuxièmes plus grosses compétitions, les plus internationales, disons, en termes de participation, en termes du nombre de pays qui y participent. Et est-ce que vous pensez que, d'après vous, du coup, ça peut présager de résultats à Beijing 2022? Je pense pas que ça peut présager de résultats. Je pense que c'est une compétition qui est très englobante dans le sens qu'il y a beaucoup de sports qui participent aux universiades. Mais comme j'ai dit, je pense que les Olympiques de 2018 sont probablement beaucoup plus indicatifs de ce qui va se passer en 2022. Par contre, on voit que la Russie et la Chine ont quand même assez bien fait. Puis je pense qu'ils vont probablement mieux faire en 2022 qu'ils ont fait en 2018. Mais c'est sûr qu'il y a des pays comme la Norvège, l'Allemagne, le Canada, les États-Unis qui n'ont pas fait nécessairement bonne figure à ces universités-là en termes de rang de médaille. C'est sûr qu'ils vont arriver avec des résultats plus forts qui vont être encore au sommet, je pense, en 2022. Et alors justement, vous avez parlé de sport monétaire, et donc pour ces Jeux olympiques d'hiver de Beijing 2022, on sait bien, on n'attend rien de moins grandiose que les Jeux olympiques de 2008. On sait que le gouvernement chinois va mettre les moyens. Il parle d'avoir un objectif, c'est 300 millions de Chinois pratiquant le sport d'hiver d'ici à 2022. Vous qui travaillez sur le terrain, notamment en hockey sur glace, est-ce que vous avez senti ce support gouvernemental? Définitivement. Écoute, je suis venu en Chine la première fois il y a 8 ans. J'avais rencontré quelques joueurs de hockey, mais c'est pas quelque chose qu'on entendait parler de façon hebdomadaire, ou même le ski. Par contre, au niveau des 5 dernières années, que ce soit par intérêt professionnel, que juste à travers mes amis chinois, juste à travers en vivant ici, on a vu des centres de ski se développer avec des infrastructures qui sont très très bien, qui sont comparables des fois à ce qu'on voit au Canada. Les arénas, on en voit, puis je pense que j'ai même beaucoup d'amis chinois que leurs enfants ont commencé à jouer au hockey. On est passé, j'ai pas des chiffres exacts, mais on voit que la croissance est passée peut-être d'une centaine de joueurs il y a une dizaine d'années au niveau du hockey mineur à maintenant, ça se compte par milliers. On est peut-être près d'une dizaine de milliers à Beijing seulement. Je joue moi-même au hockey ici, donc de voir les infrastructures qui sont vraiment de qualité, qui ont été construites dans les 5 dernières années. Donc on voit que c'est une priorité du gouvernement. On voit aussi sur le terrain que ça se transforme en action. Après ça, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et d'ailleurs, ces centres de pratique du hockey, vous diriez qu'ils sont plus dans les villes, justement dans les grandes villes comme Beijing, ou est-ce qu'on les trouve plutôt dans les endroits où il y a naturellement de la neige, comme dans le nord de la Chine? Je pense en termes d'infrastructures modernes, c'est plus dans les grandes villes. Donc Beijing, Shanghai, Shenzhen sont des villes qui me viennent en tête quand je parle d'infrastructures de hockey. C'est sûr que traditionnellement, la Chine a une culture quand même de patin de vitesse, comme on a vu la médaille d'or, et ça fait plusieurs années. Beaucoup de ces athlètes-là viennent du nord de la Chine. Donc, même les athlètes qui sont à Beijing viennent souvent du nord de la Chine, de la province du Dongbei, de Harbin. Donc, quand on va là, il y a déjà des infrastructures qui sont présentes dans ces villes-là depuis des dizaines d'années. Et quand vous participez, quand vous jouez au hockey ici, ou quand vous l'enseignez, enfin quand vous êtes coach pour des équipes ici en Chine, est-ce que vous voyez une différence entre la façon dont jouent des enfants chinois au hockey sur glace et la façon dont jouent des enfants canadiens au hockey sur glace? Est-ce qu'il y a une façon différente d'approcher l'enseignement du hockey? Oui, je pense qu'il y a une façon différente dans tous les pays. Par contre, la Chine a traditionnellement des difficultés dans les sports d'équipe, si on veut. Je pense que ça vient de l'aspect culturel. Il y a beaucoup de coachs étrangers qui sont importés pour venir ici en Chine pour aider. Je pense qu'il y a beaucoup
de pression de la performance, alors que peut-être qu'au Canada, le hockey est introduit. Moi, j'ai commencé à jouer au hockey par le plaisir sur les patinoires extérieures. Ici, c'est sûr que ça reste un sport qui est exclusif. Il faut avoir des bons moyens parce que les équipements coûtent cher, la location d'aréna coûte cher, donc ça reste exclusif à peut-être une classe moyenne élevée ou une classe un peu plus riche. Puis de deux, je pense qu'il y a beaucoup de pression de performance, donc ça fait en sorte que ça développe peut-être un petit peu des talents individuels au lieu de développer sur le travail d'équipe. Mais je pense qu'il y a beaucoup de parents chinois qui introduisent leurs enfants au hockey justement pour leur introduire à ce concept d'équipe-là, à ce concept d'équipe qui croit important pour leurs jeunes. Et alors justement, en parlant de hockey, tout de suite, je vous propose de regarder quelques images de la victoire de l'équipe de hockey féminin russe d'aujourd'hui. De nombreux fans étaient de sortie pour acclamer leur équipe. Les supporters étaient confiants et un groupe avait montré son enthousiasme en apportant un tambour dans les gradins. Le Canada a essayé de faire de son mieux pour éviter que l'histoire se répète puisqu'il avait perdu contre la Russie en finale à l'Universiade du Kazakhstan il y a 2 ans. Le score était de 0-0 après les 2 premières périodes. La Russie a réussi à débloquer le jeu dans la 3e période. Liana Ganiva a trouvé le filet et a donné à son équipe une avance de 1-0. Le Canada a alors sorti son gardien pour en faire un attaquant supplémentaire, mais Nina Pirogova a réussi à marquer en trouvant un filet vide. 2-0, c'est le score final qui a donné à la Russie la 40e médaille d'or de cet événement. Voilà, et on va poursuivre avec Charles Lavoie. Donc, vous participez à un certain nombre d'éditions, d'initiatives ici pour la promotion des sports d'hiver auprès d'un public chinois. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui, absolument. Je me suis joint à certains événements qui sont un petit peu plus sur le terrain parce qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits plus au niveau institutionnel, au niveau de grandes organisations. Mais on travaille à créer des événements un petit peu sur le wow factor pour introduire, si on veut, à monsieur et madame tout le monde ce qui peut être le hockey sur glace. Donc on a mis, par exemple, en février, on a fait un tournoi de hockey sur glace près de la muraille de Chine, donc sans vraiment infrastructure, mais avec ce wow factor-là. On a fait des camps spéciaux dans certaines villes avec les jeunes, puis on vient de commencer à faire un programme qui s'appelle Hockey Voices pour filmer des jeunes Chinois qui sont en train d'apprendre le hockey, des jeunes de 5 ans. On a filmé une jeune fille cette semaine, puis on voit un peu son processus d'apprentissage. Donc on met un microphone sur eux. Il y a une vidéo qui a été très très populaire au Canada qui nous a inspirés. Fait qu'on veut commencer à faire ça pour voir c'est quoi le processus d'apprentissage, puis être capable de humaniser un petit peu le sport qui est peut-être encore distant à beaucoup de Chinois. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau du son quand on enseigne le hockey sur glace à un enfant? Ouais, souvent c'est des trucs très instinctifs. Les enfants, ils vont dire, ils vont avoir des interactions avec le coach ou ils vont tomber, puis ils se parlent des fois un peu à eux-mêmes. Ils se motivent et tout, donc c'est des moments, c'est sûr qu'on fait un travail d'editing, mais c'est des moments très cocasses qui ressortent. Ils ont peur des contacts? Je pense que le hockey sur glace, c'est un sport qui est rapide. Par contre, on est bien protégé. Donc, je pense qu'une fois qu'on a toute cette protection-là, on oublie la peur du contact. Ok, ce sera le mot de la fin. Merci Charles Lavoie d'avoir été avec nous ce soir. Merci.